Dans les ombres abyssales, là où la lumière ne parvient jamais, une nouvelle vie a commencé. Des blocs de fer rouillés sont devenus le royaume des prédateurs. Les créatures évoluent sans cesse pour s'adapter à un monde implacable. Qui habite les épaves du navire? Quels prédateurs guettent parmi les récifs coralliens? Et lorsque la vie et la mort ne sont séparées que par un seul mouvement, qui survivra? Bienvenue dans les mystères d'Abrolhos, le prédateur invisible et les trésors secrets de l'océan. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire pour partager avec nous les espèces d'animaux sauvages présentes là où vous vivez. Maintenant, c'est parti. Migrant des eaux glaciales de l'Antarctique jusqu'ici pour se reproduire, les mers géantes caressent leurs petits au cœur de l'océan bleu, leur enseignant à nager et à chanter pour communiquer avec les leurs. Mais leur bonheur n'a jamais été aussi fragile. De nombreuses baleines à bosse n'ont jamais pu retourner dans l'immense océan, piégées dans des filets de pêche ou vaincues par une collision avec des navires. Leurs voyages en baleine ont été interrompus. Le requin, le plus grand poisson du monde, est également entré dans la liste des espèces menacées de l'UICN. Tandis que ces géants luttent contre de terribles menaces, un autre prédateur poursuit son chemin silencieusement dans les ombres, guidé uniquement par un pur instinct de chasse. Le requin-marteau géant prend sa position. Les raies manta océaniques s'échappent d'un seul mouvement puissant, mais les plus faibles n'ont aucune chance. Les eaux au sud de l'état de Bahia révèlent l'un des trésors écologiques les plus précieux du Brésil. À environ 41,4 milles de Caravelas, au milieu de l'immensité de l'Atlantique, l'archipel des Abrolhos émerge comme un royaume marin béni par la nature, un paysage sculpté avec des récifs coralliens uniques, des îles rocheuses d'origine volcanique et un écosystème luxuriant où la vie ne cesse de s'épanouir. Mais derrière toute cette grandeur, des dangers guettent à chaque instant. Non seulement les défis imposés par la nature sauvage, mais aussi les menaces causées par l'empreinte humaine elle-même. L'histoire de ce lieu porte les marques des grandes odyssées des explorateurs. En 1503, lorsqu'Amerigo Vespucci navigua dans ces eaux, il laissa une note sur la carte nautique. En approchant de la terre, ouvrez les yeux. Cet avertissement n'était pas seulement pour que les marins évitent les récifs submergés traîtres, mais aussi un rappel symbolique de la nécessité de respecter la force de la nature. La présence de nombreux récifs dans la région rendit la navigation difficile et fut responsable de plusieurs naufrages au fil des siècles. C'est ainsi que cette région reçut le nom d'Abrolhos, ouvrez les yeux. Des siècles plus tard, en 1832, Charles Darwin débarqua ici lors de sa légendaire expédition. Il n'aurait jamais pu imaginer que, caché sous la surface de l'océan, existait un monde fascinant, le plus grand système de récifs coralliens de l'Atlantique Sud, couvrant une superficie de 8 844 milles carrés. Abrolhos a été sculpté par des éruptions volcaniques survenues il y a environ 50 millions d'années. À mesure que la lave refroidissait, de solides îles rocheuses de basalte se formaient en. Avec le temps, les coraux ont commencé à pousser sur cette base, construisant des structures uniques. L'avertissement de Vespucci a finalement donné son nom à l'archipel, qui des siècles plus tard deviendrait le premier parc national marin d'Amérique, un témoignage de la géologie vivante. Les vagues déchaînées s'écrasent contre les anciennes murailles de pierre où le vent et l'eau ont sculpté ensemble un véritable chef-d'œuvre de la nature. L'archipel est formé de 5 îles, toutes incluses dans une unité de conservation fédérale, le parc national marin d'Abrolhos,
géré par l'ICMBio et protégé avec le soutien de la marine brésilienne. Créé en 1983, le parc national marin d'Abrolhos a été établi pour préserver cet écosystème extraordinaire. Vu d'en haut, les îles se dressent comme des forteresses de pierre, marquées par le temps et entourées de bandes d'oiseaux marins qui planent au-dessus de l'océan. Chaque île a sa propre identité, mais toutes sont entourées d'immenses jardins de coraux. Cependant, il y a une exception au sein du parc national marin d'Abrolhos. L'eau ici brille d'une teinte bleu turquoise éblouissante. Cela est en partie dû au climat, en partie au courant océanique. Le courant sud équatorial transporte des nutriments des profondeurs de l'océan, nourrissant ce riche écosystème. L'air est toujours imprégné de sel, et les vents forts venant de terres lointaines apportent avec eux le souffle des mers inconnues. La température reste stable tout au long de l'année, variant entre 24 degrés Celsius et 27 degrés Celsius. Les pluies suivent le rythme de la mer, juste assez pour soutenir la vie, mais jamais pour submerger les formations rocheuses résilientes. Tout ici semble avoir été parfaitement orchestré, comme une machine éternelle de la création où la vie ne s'arrête jamais. Mais Abrolhos n'est pas seulement un sanctuaire de paix. C'est aussi un champ de bataille pour la survie où les forts prévalent sur les faibles, où la chasse et la fuite se déroulent sans trêve. Un champ de guerre sans coup de feu, mais rempli de poursuites implacables, et en même temps une symphonie de la vie où chaque créature a son rôle dans le grand plan de l'existence. Sous la surface bleue chatoyante, un labyrinthe de vie s'étend. Plus de 1300 espèces marines appellent cet endroit leur foyer. C'est le plus grand sanctuaire de baleines à bosse de l'Atlantique Sud et un point crucial pour l'étude des impacts du changement climatique sur les récifs coralliens. La lumière pénètre les eaux chaudes. Des récifs chapeaux, des tours biologiques grandioses et uniques sculptés testés par les forces primordiales au fil des milliers d'années. Un véritable Éden sous-marin. Les canaux d'eau profonde révèlent un royaume habité par des géants où l'obscurité cache des créatures mystérieuses encore non complètement explorées. Si vous aviez l'occasion de plonger à Abrolhos, auriez-vous le courage de descendre au fond de l'océan pour affronter les prédateurs les plus féroces ? Chaque couche de cet écosystème apporte des défis extrêmes de survie, forçant ses habitants à développer des stratégies uniques pour persister. Explorons chaque niveau écologique d'Abrolhos, plongeant dans les profondeurs inconnues où des prédateurs colossaux et implacables règnent en maîtres absolus. Le vent fouette les falaises imposantes. L'écume blanche explose contre les roches irrégulières, tandis que l'océan rugit autour de la côte sauvage. Au point le plus reculé de l'archipel des Abrolhos, là où la terre ferme ne devient plus qu'un lointain souvenir, l'île sud-est se dresse solitaire au milieu de l'immensité de l'océan. Une forteresse naturelle érigée au cœur de la mer, intacte, indomptable et enveloppée de mystères. Ce n'est pas la plus grande île de l'archipel. L'île sud-est n'est que la deuxième en taille, mais sa localisation isolée l'a transformée en un monde à part, où la nature ne fait aucune concession. Avec 500 mètres de long, 200 mètres de large et une altitude de 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'île n'offre ni plage de sable doux ni refuge sûr. Ici, il n'y a que roches et mers, seulement le vent et les courants impétueux, emportant avec eux les murmures d'histoires oubliées de l'océan. Des récits de temps révolus. Les falaises immenses se dressent comme des murailles de pierre, bloquant la fureur ininterrompue des eaux. Elles résistent depuis des millions d'années, sculptées sans relâche par les vagues implacables et marquées par les tempêtes qui soufflent de terres lointaines, des symboles de l'endurance. Sur les pentes abruptes, des bancs d'oiseaux marins se rassemblent. Ils n'ont pas choisi ce lieu pour la sécurité, mais précisément pour son hostilité. Leur nid s'équilibre sur les bords des falaises, où les vents hurlent sans cesse un refuge uniquement pour ceux
qui osent défier les limites de la survie. Sous la surface, un nouveau domaine se révèle. Ici, il n'y a pas de récifs coralliens luxuriants comme dans les eaux peu profondes. Au lieu de cela, l'abîme s'ouvre, aspirant tout dans un vaste et profond bleu sombre. Les eaux les plus profondes de l'archipel des Abrolhos ne sont pas pour les faibles. C'est le territoire de ceux qui vivent dans l'obscurité, là où les courants froids du fond de l'océan apportent des tourbillons mortels. Ici, tout était plus grand, plus rapide, plus fort. Les prédateurs ne peuvent se cacher parmi les coraux, ni compter sur des ruses pour s'échapper. Dans ce royaume, il n'y a qu'une seule loi. Chasser ou être chassé, une danse de la survie brute. À l'extrémité de l'archipel des Abrolhos, là où l'océan s'ouvre sur des profondeurs insondables, où la lumière s'affaiblit et l'obscurité engloutit tout autour, seuls des géants peuvent exister. Et c'est ici que le requin-baleine, la plus grande créature des mers, glisse silencieusement à travers les eaux profondes comme un fantôme colossal, errant dans le bleu infini. Il mesure 12 mètres, pèse plus de 20 tonnes, mais il est complètement inoffensif. Sans dents acérées, sans attaque rapide, sans défense autre que sa propre taille colossale. Pourtant, les bancs de thon semblent garder leur distance de cette présence immense. Créé par la nature comme un géant doux, le requin-baleine ouvre simplement sa bouche d'1,5 mètre de large, filtrant lentement des millions d'organismes microscopiques à travers ses énormes branchies. Une respiration silencieuse du géant. Mais peut-être le plancton n'est-il pas son seul aliment. Il vient de mordre un gros poisson. Les eaux froides du fond de l'océan émergent des canaux profonds autour de l'île sud-est, apportant avec elles des nutriments des profondeurs. Lorsque le printemps et l'été arrivent, les requins-baleines apparaissent donc dans ces eaux, profitant de l'abondance de l'océan. Pour eux, ce n'est qu'un point d'arrêt dans un voyage migratoire de milliers de kilomètres. Ils n'ont pas de territoire fixe ni d'abri sûr, toute leur vie est un voyage, une pérégrination sans fin. Mais même un géant n'est pas à l'abri du danger. Dans l'obscurité lointaine, un mouvement lent mais déterminé approche. Le requin-tigre, un prédateur infatigable, suit discrètement un jeune requin-baleine. Les adultes sont trop grands pour être chassés, mais les plus jeunes sont une autre histoire. Le jeune requin-baleine n'a qu'une seule chance, nager plus vite, s'éloigner du danger. Il bat sa queue avec force, créant des tourbillons qui font perdre l'élan au prédateur. Sans armes, sans dents acérées, sa seule défense est la vitesse, et la vitesse est sa seule chance de survivre. Mais si le requin-tigre est un prédateur, la plus grande menace vient de ceux qui ne chasseront pas pour survivre. Pour le requin-baleine, le danger le plus mortel n'est pas dans l'océan, mais au-dessus de la surface. Un son grave résonne dans l'eau au loin. Le bruit des moteurs de navires, un rappel que même les mers les plus reculées n'échappant pas à l'influence humaine. Le requin-baleine perçoit sa présence bien avant de le voir. Ce bruit assourdissant étouffe tous les signaux autour de lui, interférant avec son orientation naturelle et déroutant les routes migratoires tracées il y a des millions d'années. S'il ne fait pas attention, il peut être écrasé sous un navire de milliers de tonnes sans temps pour réagir. Il essaie de s'éloigner de la trajectoire des navires, mais il ne parvient pas toujours à s'échapper. Chaque année, des centaines de requins-baleines sont blessés ou tués lors de collisions avec des navires. Beaucoup portent de profondes cicatrices, des marques éternelles de la menace humaine croissante. Comme tout ce qui a été façonné par les forces primordiales, la nature a toujours maintenu un équilibre, mais cet équilibre est en train d'être détruit. Le requin-baleine est maintenant sur la liste des espèces menacées de l'UICN. Pourtant, dans les profondeurs silencieuses de l'océan, il poursuit son voyage sans hâte ni peur, glissant dans le bleu infini comme un rappel de la grandeur de la création et de la fragilité de la vie. Les récifs mystérieux cachent des prédateurs silencieux.
La lumière se reflète sur la surface, créant un éclat spectral, mais sous les vagues d'un bleu profond, un autre monde s'éveille, silencieux, invisible. Seuls les chasseurs perçoivent seulement ce mouvement subtil, et puis une ombre sinistre glisse dans le courant, portant avec elle le souffle de la non-vie. Le grand requin-marteau, le titan des eaux profondes, ce n'est pas seulement un requin, c'est un projet parfait de la création, sculpté pour dominer ce territoire. Avec 6 mètres de long et plus de 450 kg, il porte une arme létale, sa tête emblématique en forme de marteau d'1 mètre de large, équipée de milliers de récepteurs électriques, les ampoules de Lorenzini. Il n'a pas besoin de voir sa proie, il lui suffit de sentir les battements de cœur résonner à travers l'eau en dessous de lui. Un banc de petits poissons se recroqueville contre le récif, essayant de se cacher, mais leur espoir est aussi fragile que le sable au vent. Le destin est déjà scellé. D'un seul coup de queue, le requin-marteau s'élance, atteignant 40 km/h, créant un tourbillon dévastateur qui emporte la terreur. Les poissons tentent de fuir, mais la victime a déjà été choisie. Mais même un prédateur n'est pas à l'abri. Le requin-marteau a un ennemi, une ombre encore plus grande, une entité qui vient d'eau encore plus profonde, le requin-tigre. Si le requin-marteau est un tueur précis, le requin-tigre est un destructeur implacable. Sans stratégie, sans poursuite prudente, juste un pur instinct de tuer et de disparaître dans l'obscurité. C'est la seule issue possible. Sur l'île sud-est, tout est la proie de quelque chose de plus grand. Les forts dominent, les faibles disparaissent. Ce cycle se répète depuis l'origine des océans. Mais aujourd'hui, une menace change tout, quelque chose de plus terrifiant que n'importe quel prédateur de cet océan, l'être humain. Sans dents acérées, sans vitesse extrême, mais pourtant le plus grand destructeur que l'existence ait jamais produit. Chaque année, des dizaines de milliers de requins-marteaux sont tués pour une seule raison. Leurs nageoires, une petite partie de leur corps considérée comme précieuse par beaucoup, entraînant toute l'espèce au bord de l'extinction. Selon le rapport de l'UICN de 2023, le requin-marteau géant est maintenant classé comme en danger critique d'extinction, un prix trop élevé pour un plat de luxe. Au point le plus profond de l'archipel des Abrolhos, le cycle de la vie et de la non-vie continue, mais le nombre de requins-marteaux diminue. Mais tout n'est pas que brutalité. Cachés sous les eaux sombres, il y a des histoires anciennes, des fragments d'un passé enterré par le va-et-vient des marées. L'île sud-est n'a jamais été foulée par des pieds humains, mais elle a déjà été témoin d'innombrables navires traversant ses eaux. Des explorateurs en quête de l'inconnu, des navigateurs portugais d'il y a des siècles, l'ont peut-être aperçu. Une ombre à l'horizon, un point de repère sur le chemin vers des mers encore sans nom. Combien de navires ont été engloutis par ces eaux? Combien d'histoires jamais racontées ont été emportées par les vagues? En haut, les oiseaux marins continuant de planer, tournoyant au-dessus des falaises. En dessous d'eux, l'abîme attend. Et au milieu de tout cela, l'île sud-est reste immobile, résistant à la fureur de l'océan, un vestige d'une force primordiale au milieu de la mer. Un monde où la vie ne cesse de lutter. Un rappel que même dans les endroits les plus hostiles, l'œuvre de la nature existe toujours, puissante et éternelle. Les petits poissons ne sont pas la véritable cible. Le requin-marteau est un spécialiste de la chasse aux raies. C'est son ennemi ancestral, un jeu de vie et de non-vie qui dure des millions d'années entre proie et prédateur. Explorons comment la proie peut devenir le chasseur dans leur monde. La raie manta océanique géante, l'une des créatures les plus énigmatiques de l'océan. Elle ne chasse pas et ne possède ni dents acérées ni venin, mais elle existe, flottant comme un esprit de la mer. Ses énormes nageoires pectorales s'étendent sur plus de 7 mètres, ondulant doucement à chaque battement de nage. Elle glisse à travers les courants, ouvrant sa bouche d'1,50 m de large, filtrant des millions d'organismes microscopiques à travers un système de branchies complexe, une danse silencieuse au cœur de l'océan. Mais ce lieu n'a pas été fait pour la paix,
car dans les ombres, un autre prédateur s'approche lentement. Le requin-marteau géant, porteur d'une arme qu'aucun autre animal ne possède. Les ampoules de Lorenzini, un système électrosenseur sophistiqué intégré dans sa tête en forme de marteau. Dans l'océan, toute créature peut cacher son corps, mais aucune ne peut dissimuler ses impulsions électriques, pas même la raie manta. Les petites raies ont rarement une chance de s'échapper lorsque le requin-marteau les détecte. Tout se termine en un instant. Mais cette fois, la proie ne se rendra pas si facilement. Cette fois, celui qui est chassé possède une arme différente, la légèreté de l'océan. La raie manta éclate hors de l'obscurité des eaux profondes, jaillissant vers la surface où la lumière est un peu plus forte. Elle survit mais ne peut s'arrêter, car là où la lumière commence à toucher, d'autres dangers l'attendent encore. La température de l'eau s'adoucit et la lumière commence à s'infiltrer entre les couches des vagues. Un nouveau monde surgit, où la ligne entre la vie et la non-vie n'a jamais été aussi ténue. Devant vous, l'île Redonda émerge lentement, une forteresse naturelle au cœur de l'océan. Ni très haute, ni très étendue, mais féroce comme une lame aiguisée qui s'élève de la mer. Ces falaises verticales, de plus de 23 mètres de hauteur, ont été sculptés par le vent et les vagues, formant des sillons acérés, cicatrices d'une bataille oubliée. Les vagues se brisent sans cesse contre les rochers, l'une après l'autre, comme un rappel que ce lieu n'a jamais connu la paix. L'île Redonda fait partie de l'archipel des Abrolhos, mais elle ne ressemble pas aux autres îles. C'est un territoire intermédiaire, un point de transition entre les eaux froides et profondes et les couches chaudes de la surface, une porte d'entrée vers un nouveau monde, une mer instable suspendue entre la protection des récifs et l'abîme infini. D'en haut, des bancs de frégates magnifiques planent autour des falaises. L'île Redonda ne possède pas de vastes récifs coralliens comme d'autres régions d'Abrolhos, mais les récifs dispersés autour d'elle sont devenus un point de rencontre pour les prédateurs. Les poissons plus petits se cachant parmi les fissures rocheuses, mais aucun refuge n'est complètement sûr. Un champ de chasse parfait, un champ de bataille où seuls les plus rapides et les plus forts auront une chance de survivre. L'une des plus grandes espèces de poissons prédateurs de la famille des Serranidae, également connue sous le nom de mérous et de basselette, les anciens des coraux ont été témoins d'innombrables chasses et fuites au cours des millénaires. Contrairement aux requins qui poursuivent leur proie, le mérou géant, avec plus de 2,5 mètres de long et pesant plus de 360 kg, attend et observe simplement les petits poissons autour de lui. C'est un prédateur qui n'a pas besoin de vitesse ni de griffes acérées. Il n'est pas pressé. Il est le cauchemar qui attend dans les profondeurs. Lorsqu'un poisson malchanceux s'aventure à sa portée, un coup fatal, la force du vide générée par sa morsure suffit à aspirer la proie entière en un instant. Mais un autre prédateur guette, plus rapide, plus impitoyable, prêt à voler toute proie capturée par le mérou. La barracuda transformera le mérou de chasseur en chassé. Telle est la loi qui régit les océans depuis le début des temps, depuis que les forces primordiales ont jeté les fondations du monde. Cette parfaite balance de la création est restée intacte ici. Personne n'est invincible. Même les plus grands prédateurs doivent craindre les ombres qui se meuvent juste derrière eux, un rappel de l'équilibre implacable. L'obscurité de l'océan fait place à une lumière douce. Les rayons du soleil pénètrent la surface, teintant les eaux autour de l'île Redonda. Cet endroit n'est pas aussi profond que les abîmes en dessous, ni aussi peu profond que les récifs proches de la côte. Ici, la frontière entre deux mondes se rencontre, et c'est aussi ici que l'une des créatures les plus grandioses de l'océan retourne chez elle, la baleine à bosse, les grands voyageurs de la mer.
Elle a nagé pendant plus de 8000 km, laissant derrière elle les eaux glaciales de l'Antarctique où elle a passé l'hiver à se nourrir. Mais lorsque l'été est arrivé, un appel invisible l'a fait partir. Quelque chose de plus profond que l'instinct, une mémoire sculptée dans chaque cellule au fil de millions d'années d'évolution. Elle doit retourner à l'archipel des Abrolhos, où les eaux chaudes envelopperont ses petits. Chaque année, entre juillet et octobre, elles reviennent à Abrolhos pour se reproduire. Le voyage n'est pas facile. Chaque jour, elles nagent de 100 à 130 km, suivant les vagues, se guidant par les courants océaniques. Mais il y a quelque chose de différent maintenant. Quelque chose qui n'existait pas il y a des millions d'années. L'océan. Un rugissement strident résonne au loin, le son des moteurs de navires, un rappel que même les mers les plus reculées n'échapperont pas à l'influence humaine. La baleine à bosse ressent le danger immédiatement. Elle ne voit pas le navire, elle entend ou traverse l'eau, interférant avec les signaux qu'elle utilise pour communiquer avec d'autres baleines. Son chant, qui résonnait autrefois sur des kilomètres, est maintenant interrompu par le rugissement assourdissant de l'activité humaine. Mais la menace ne vient pas seulement du son. Des collisions. Chaque année, des centaines de baleines à bosse meurent dans le monde entier en étant frappées par des cargos. Un porte-conteneurs peut mesurer plus de 300 mètres de long et peser des centaines de milliers de tonnes. Même une baleine de 15 mètres et 30 tonnes n'a aucune chance si elle croise le chemin de l'un de ces géants d'acier. Mais cette nuit, elle a eu de la chance. Le navire disparaît à l'horizon, englouti par l'obscurité. Le bruit se dissipe et tout redevient comme avant. Devant elle, là elle redonda, comme une ombre contre le ciel. C'est sa destination, une zone intermédiaire où les femelles peuvent mettre bas et les mâles peuvent entonner leur chant puissant. Elle ralentit sa vitesse et, d'une puissante respiration, lance un jet d'eau colossal vers le haut, un signe qu'elle est rentrée chez elle. Mais son voyage n'est pas encore terminé, car la véritable bataille est encore à venir. Avec la baleine à bosse, la raie manta continue de nager, glissant parmi les roches submergées, avançant de plus en plus vers la limite de ses eaux. Elle a réussi à échapper à l'abîme sombre en dessous, mais rien ne garantit que ses eaux seront plus miséricordieuses, car dans l'obscurité lointaine, d'autres prédateurs l'attendent encore. L'océan est déchiré par un éclair argenté. Une silhouette allongée jaillit comme une flèche lancée par l'arc d'un guerrier. Sans son, sans avertissement, juste la vitesse et une brutalité absolue, la grande barracuda, le prédateur implacable des eaux intermédiaires. Elle n'a pas le corps massif des requins, ni les énormes nageoires pectorales de la raie manta. Mais elle possède quelque chose qu'aucune proie ne veut affronter. Une vitesse de 40 km/h, des mâchoires acérées et une stratégie de chasse impitoyable. Les petites créatures de l'océan paniquent. Mesurant plus de 1,5 m de long et pesant plus de 20 kg, la barracuda est un tueur sculpté par la nature, une machine de chasse parfaite, conçue uniquement pour tuer. Sous les eaux bleu clair près de l'île Redonda, un banc se déplace en synchronisation. Ils nagent en suivant les courants, des centaines d'individus formant un seul corps unifié. Ils savent que l'océan ne pardonne pas les solitaires. La tactique du bait ball, l'une des stratégies de défense les plus efficaces pour les poissons et la plupart des créatures marines, ne laisse plus de cible facile pour une attaque. Seule une masse en mouvement constant, sans brèche. C'est ainsi que la nature opère, un cycle incessant entre prédateur et proie, une symphonie de la vie régie par les lois de l'univers, où aucune créature n'est invincible et aucune espèce n'est complètement sûre. Et la barracuda continuera de chasser, car elle n'a pas d'autre choix. La tranquillité retourne aux eaux autour de l'île Redonda. Seul un mouvement puissant brise la surface de l'océan. Il traverse les eaux intermédiaires comme des éclairs vivants.
Ce ne sont pas des requins, ce ne sont pas des prédateurs furtifs. Ce sont des créatures d'agilité, d'intelligence et de connexion parfaite. Le dauphin commun, le voyageur infatigable des océans. Ils ne sont jamais seuls. Les dauphins se déplacent en groupes pouvant atteindre des centaines d'individus, formant un flux dynamique d'énergie au cœur de la mer. Chacun mesure entre 1,80 m et 2,40 m et pèse plus de 140 kg. Ils n'aiment rien de plus que de surfer sur les vagues, une danse de la liberté. Mais une nouvelle présence surgit, un poisson-globe, un poisson capable de gonfler son corps comme un ballon pour se défendre. Et le poisson-globe est l'un des jouets préférés des dauphins. Mais les dauphins jouent avec le danger. Le poisson-globe est l'un des poissons les plus venimeux de l'océan. Il libère une neurotoxine extrêmement puissante appelée tétrodotoxine, capable de tuer un humain avec une dose minuscule. Pourtant, les dauphins les attrapent et les tiennent souvent dans leur bouche avec précaution, sans les avaler. Une petite quantité de toxines les affecte, mais seulement d'une manière différente, comme un léger stupéfiant. Ils ne sont pas seulement les danseurs de l'océan, leur intelligence leur permet d'effectuer des chasses stratégiques. En dessous d'eux, un banc de petits poissons suit le courant, mais pour les dauphins communs, cela signifie une opportunité. Ils emploient une tactique raffinée, développée au fil de millions d'années d'évolution, la chasse coopérative. Le groupe nage en cercle autour de la proie, créant des murs mobiles de pression pour forcer les poissons à se regrouper encore plus. Ils poussent le banc vers la surface, bloquant toutes les voies d'évasion. Et quand le cercle se referme, chaque dauphin avance avec précision, capturant sa proie d'un coup précis. Cette intelligence est utilisée d'une autre manière. Ils savent comment profiter des dons de la nature. Au loin, un son grave résonne dans l'eau. Une baleine à bosse géante frappe ses nageoires à la surface. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas un avertissement. C'est un signe que le festin ne fait que commencer. Les dauphins communs nagent dans cette direction, suivant la baleine à bosse. Tandis qu'elle glisse dans l'océan, elle a agité une vaste zone d'eau, faisant remonter des millions de planctons et de petits poissons des profondeurs. Les dauphins accompagnent le géant, profitant du festin inattendu qu'il a involontairement créé. Un lien impressionnant, une connexion entre créatures d'espèces différentes mais qui partagent le même océan, une danse de la symbiose. Les vagues caressent beaucoup doucement les falaises de l'île Redonda, reflétant les derniers rayons de lumière du jour. Mais sous la surface, les dauphins communs poursuivent leur voyage. Une symphonie complexe de clics et de sifflements résonne au sein du groupe. Ce n'est pas un signal de danger, ni une recherche de proie, c'est un échange d'informations vitales, une manière pour eux de cartographier le monde. Grâce à leur sonar biologique sophistiqué, ils détectent les courants, les reliefs sous-marins et les banques de poissons cachés, partageant ces données avec une précision remarquable. Cette capacité unique, affinée au fil de millions d'années, témoigne de leur intelligence extraordinaire et de leur profonde connexion avec l'océan. Des décennies de recherche ont prouvé que les dauphins communs sont parmi les espèces les plus intelligentes de la planète. Leurs cerveaux sont incroyablement complexes, avec un rapport cerveau-corps le deuxième plus élevé parmi les mammifères, juste derrière les humains. Ils sont capables d'apprendre, de se souvenir, de communiquer dans leur propre langage et surtout de ressentir de l'empathie. Ils n'abandonnent pas leurs compagnons, et pas seulement ceux de leur propre espèce en probo, parfois aussi les humains. Lorsqu'une personne est en danger en mer, des dauphins ont été vus chassant les requins, les repoussant avec des attaques rapides et coordonnées. Des histoires tant et racontent que des dauphins ont sauvé des naufragés, les poussant vers la côte de la même manière qu'ils le font avec leurs propres blessés. En 2023, un groupe de pêcheurs sur la côte brésilienne a rapporté avoir été guidé par des dauphins jusqu'à la terre ferme après que leur bateau ait été frappé par une tempête. Les dauphins ont nagé autour du bateau, émettant des sons et montrant le chemin vers des eaux sûres.
Personne ne leur a appris à faire cela. Aucune nécessité de survie ne les oblige à agir de cette manière. Mais ils le font quand même. Ils ne sont pas les prédateurs les plus puissants de l'océan, mais ils possèdent quelque chose que très peu d'êtres vivants ont, l'unité et la compassion. Et c'est peut-être cela qui en fait les créatures les plus extraordinaires que la nature ait accordé à cette terre, des phares de bienveillance. Peu de créatures existent encore depuis le Jurassique, une ère où les dinosaures dominaient la Terre. Mais la tortue Kawan, la voyageuse ancestrale des océans, est toujours là, survivant aux défis, échappant aux prédateurs et aux pièges de la mer. Et aujourd'hui, elle retourne à l'endroit où elle est née, l'île Redonda, un système de navigation parfait, un don accordé par la nature. Même après avoir parcouru des milliers de kilomètres à travers l'Atlantique, elle retrouve toujours le chemin de la même plage où, un jour, un petit œuf a été enterré dans le sable. Le chemin du retour vers la côte est toujours surveillé par un prédateur, le requin-tigre. Sa carapace de près de 10 cm d'épaisseur est une armure naturelle qui l'a protégée d'innombrables rencontres fatales. Mais aujourd'hui, les récifs coralliens deviennent ses alliés, l'aidant à s'échapper. Sous le sable, des centaines d'œufs éclosent silencieusement. Les petits, mesurant à peine 5 cm, entament le premier voyage de leur vie, une course contre le destin. Au-dessus d'eux, des frégates magnifiques et des oiseaux de proie planent dans le ciel, avec une envergure de plus de 2 mètres, prête à plonger à tout moment. Seulement 1 sur 1000 survivra jusqu'à l'âge adulte. Mais la tortue Kawan ne s'arrête pas pour autant. Elle n'a pas survécu des millions d'années par chance, mais parce qu'elle n'a jamais abandonné. Mais l'histoire de ce lieu n'a pas été écrite uniquement par les défis. Elle est aussi façonnée par le rôle vital que jouent ces créatures. La tortue Caretta caretta, avec ses puissantes mâchoires et sa tête massive, est une mangeuse opportuniste, se nourrissant principalement de mollusques, de crabes, de concombres de mer et même de méduses. Ce régime alimentaire diversifié les positionne comme des ingénieurs naturels des écosystèmes marins, aidant à contrôler les populations de certaines espèces et ainsi maintenir l'équilibre délicat des chaînes tucodes sous-marines. Pendant des siècles, l'océan autour de l'île Redonda a été témoin de son cycle de vie incessant. Leurs incroyables voyages migratoires, souvent sur des milliers de kilomètres, ne sont pas seulement un exploit de navigation. Ils sont cruciaux pour la connectivité des habitats marins. En se déplaçant entre les zones de reproduction, de nourrissage et de développement, elles agissent comme des vecteurs de nutriments et d'énergie, dispersant les éléments essentiels qui soutiennent à la biodiversité à travers de vastes étendues océaniques. Ces anciennes voyageuses relient littéralement le monde sous-marin. La nature, avec sa résilience inhérente, continue d'avancer, progressant vers le royaume vibrant des récifs coralliens et des herbiers marins où la tortue Caretta caretta joue un rôle essentiel. En se nourrissant dans les herbiers marins, elles agissent comme de véritables jardinières des mers, broutant les herbes mortes et favorisant la croissance de nouvelles pousses, ce qui est crucial pour la santé de ces nurseries sous-marines. Leur existence même, de l'éclosion sur une plage vulnérable à la maturation au milieu de ces récifs vibrants, incarne la lutte incessante et l'extraordinaire résilience dictée par les lois immuables de la nature. Elles sont à la fois participantes et symboles de ce drame ancien et continu, essentiels à la vitalité des océans, et un rappel constant de l'importance de préserver ces merveilles naturelles. Et si vous êtes tombé sous le charme de l'archipel des Abrolhos, alors il y a une île spéciale que vous devez connaître, l'île Siriba.
Chaque année, des centaines de visiteurs viennent ici pour voir de leurs propres yeux un coin du monde qu'ils n'avaient vu qu'à travers les écrans. Pendant la visite, il est possible d'observer depuis les formations géologiques de l'archipel jusqu'aux oiseaux exotiques, comme le fou masqué, la plus grande espèce de fou trouvée dans la région. Elle n'est ni très grande ni très haute, s'élevant à seulement 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais ce qui la rend spéciale n'est pas sa taille, mais sa localisation. L'île Siriba est située au bord du récif d'Abrolhos, là où la frontière entre la Terre et l'océan devient plus ténue que jamais. Sous ces eaux bleu turquoise se cache un monde complètement différent. Lorsque les rayons du soleil pénètrent la surface, les coraux brillent ensuite comme des joyaux sous-marins. Ces structures ne sont pas seulement des blocs de pierre inertes, ce sont des métropoles vivantes, construites au fil des milliers d'années par d'innombrables créatures microscopiques. Et plus important encore, elles sont le fondement de la stabilité océanique, fonctionnant comme des boucliers naturels qui absorbent la fureur des tempêtes tropicales, des architectes silencieux. Les mystères de l'océan attendent encore d'être découverts. Une ville vibrante sous l'océan, où de petites créatures se faufilent entre les fissures des récifs à la recherche de nourriture. Des prédateurs silencieux attendent le moment parfait pour attaquer. Mais tous les chasseurs ne sont pas terrifiants. Le requin nourrice, l'un des requins les plus dociles mais aussi les plus incompris des océans. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne chasse pas de manière frénétique comme le requin-tigre, ni n'attaque avec une force brute comme le grand requin blanc. Chaque année, les femelles retournent dans les eaux peu profondes autour des récifs pour se reproduire. Seuls quelques petits, parmi des centaines, parviendront à survivre jusqu'à l'âge adulte. Au cours des dernières décennies, la population de requins nourrices a diminué drastiquement en raison de la chasse indiscriminée, non pas pour leur chair, mais pour leur apparence. Leur grande taille et leurs mouvements lents font que beaucoup les considèrent immédiatement dangereux. Cette idée fausse les a transformés en cibles d'un massacre inutile. En réalité, le requin nourrice ne représente aucune menace. Ils nagent aux côtés des plongeurs et permettent même l'approche humaine sans montrer d'agressivité. Ce sont des créatures beaucoup plus pacifiques que leur apparence mystérieuse ne le suggère, des âmes incomprises des profondeurs. Cachés dans les profondeurs des récifs coralliens, vivent les Panulirus argus, les plus grandes langoustes de la région et le mérande préféré du requin nourrice. Leurs longues antennes balaient les récifs sans se rendre compte qu'elles révèlent tôt leur position à l'affût. La Panulirus argus a une grande valeur commerciale et est surexploitée par l'activité humaine. Et sous les récifs de l'île Siriba, les requins nourrices et les Panulirus argus poursuivent leur vie. Ils ne savent non pas qu'ils sont menacés. Ils continuent simplement de nager silencieusement, cherchant de la nourriture, se reproduisant et nettoyant les coraux, remplissant leur rôle au sein d'un cycle de survie qui existe depuis des millions d'années, une danse éternelle de l'équilibre. En s'éloignant de l'île Siriba, les courants océaniques s'écoulent, répandant la vie dans toute la région. Les récifs continuent de s'étendre, mais leur structure change. Les roches s'élèvent de plus haut, couvertes d'une couche encore plus dense de coraux. Entre les récifs coralliens, une petite créature s'accroche fermement à son territoire, le poisson-clown. Il possède une arme qu'aucune autre créature de l'océan n'a, une forteresse vivante. Il habite parmi les tentacules ondulants de l'anémone de mer, l'un des êtres les plus venimeux des océans. Pour tout autre poisson, un simple toucher de cette créature serait suffisant pour le paralyser. Mais pour le poisson-clown, c'est son foyer. La nature lui a accordé un don spécial, une couche de mucus sur sa peau qui le rend immunisé aux toxines de l'anémone.
Il est devenu le seul être capable de vivre en toute sécurité parmi ces tentacules mortels. Mais ce n'est pas une relation unilatérale. L'anémone offre protection. En retour, le poisson clown défend sa maison contre les prédateurs comme le poisson papillon, luttant avec courage et détermination. Sa petite taille n'a pas... Au cours des dernières années, cependant, un désastre silencieux s'est produit. Les coraux meurent. Le poisson clown nage autour de ce qui était autrefois sa forteresse. L'anémone est affaiblie. Ses tentacules ne s'étendent de plus avec la même force qu'avant pour le protéger, et les prédateurs ne gaspillant jamais une opportunité. Le poisson papillon est à l'affût. Le poisson clown tente de défendre son foyer, mais cette fois, peut-être ne réussira-t-il pas. Un habitant fréquent de l'île Guarita, le poisson-ange empereur, est l'une des créatures les plus éblouissantes de l'océan. Sa coloration vibrante fonctionne comme un camouflage parfait, lui permettant de se fondre dans les récifs colorés. Il se nourrit en raclant les algues qui poussent sur les coraux, les empêchant de se propager excessivement. Sans lui, les récifs pourraient en être étouffés par la croissance incontrôlée des algues, réduisant leur capacité de photosynthèse et finissant par mourir. Mais ironiquement, sa beauté en a aussi fait une proie, non pas d'un prédateur marin, mais de l'être humain. Beaucoup sont retirés de l'océan et confinés dans de petits aquariums, séparés de l'écosystème qu'ils aidaient à protéger. Selon un rapport de l'UICN de 2023, les populations de poissons-anges empereurs ont diminué de plus de 30% dans certains récifs en raison de la surpêche, un murmure silencieux de la fragilité. Entre les fissures des roches, les labres doux et les rascasses neigent en banc autour des récifs coralliens. Ce ne sont pas des prédateurs impitoyables, mais ils jouent un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire. Mais même en groupe, ils ne sont pas en sécurité. Une ombre passe rapidement. Comme la seiche, le poulpe à anneaux bleus est un maître du camouflage, disparaissant parmi les récifs coralliens. Mais ces petites créatures ont un venin létal. Leur venin contient de la tétrodotoxine, une neurotoxine capable de tuer un humain adulte en quelques minutes. Cependant, ce petit être n'est pas un tueur sans émotion. Il n'attaque que lorsqu'il n'a pas d'autre choix. Et dans un océan où tout est chassé par quelque chose de plus grand, c'est parfois le seul moyen de survivre. Une danse de la nécessité. Dans la nature, chaque espèce détient ses propres armes secrètes pour survivre. Comme l'humain qui transforme le monde grâce à son intelligence, les plus petites créatures savent elles aussi tirer parti de leur atout. Ne vous fiez pas aux apparences. Derrière un simple camouflage peut se cacher un danger redoutable. La lumière du soleil brille sur la surface de l'eau. Les rayons pénètrent les vagues, atteignant les profondeurs où les récifs coralliens reposent au fond de l'océan. Les créatures qui viennent d'échapper à une poursuite féroce utilisent maintenant leur camouflage impeccable pour émerger. Elles se précipitent vers la lumière, montant jusqu'à l'endroit où le ciel et la mer se rencontrent. Mais cet endroit n'est pas aussi paisible qu'il y paraît. À la surface de l'archipel des Abrolhos, une autre bataille pour la survie est en cours, une lutte où chaque seconde peut signifier la vie ou la non-vie. Et juste au cœur de ces eaux, une île solitaire se maintient fermement dans l'océan, comme une forteresse inexpugnable, l'île Santa Barbara. Les vagues murmurent en touchant les sables de l'île Santa Barbara, où chaque grain a déjà été témoin du cycle de vie et de non-vie pendant des millions d'années. Des centaines de petits de tortues mains vertes viennent de naître. Petits,
fragiles, sans mer à proximité, sans personne pour les guider. Seule une force les pousse, l'instinct. La non-vie les attend de toutes parts. De la haute mer, un oiseau sombre plonge comme une flèche sous les eaux. La grande barracuda guette à l'entrée de la mer, mais il n'y a pas d'autre voie que d'avancer. Les tortues qui survivent continuent de s'éloigner de la côte. Elles nagent sans relâche vers les eaux peu profondes autour de l'île Santa Barbara, où les champs d'herbes marines les attendent. Ce sera leur première source de nourriture. Les vastes prairies sous-marines sont le seul endroit où elles peuvent se nourrir et, en même temps, aider à maintenir l'équilibre de l'écosystème, empêchant les algues de proliférer excessivement. Mais même en échappant aux premiers prédateurs, le danger ne disparaît jamais complètement. Les courants marins violents peuvent les emporter loin de tout refuge. Des requins affamés patrouillent les eaux profondes, et surtout, elles doivent vaincre le plus grand ennemi, le temps. Seulement un petit sur 1000 atteindra l'âge adulte. Celles qui survivront atteindront un virgule, 2 mètres de long et pèseront plus de 180 kg à l'âge adulte. Elles quitteront les eaux peu profondes, traversant des milliers de kilomètres d'océan, jusqu'à ce qu'un jour elles retournent au même endroit où elles sont nées. Le cycle de la vie se répète, une odyssée qui dure toute une existence, un destin gravé par les cycles éternels. Une grande vague s'écrase contre les rochers. L'île de Santa Barbara reste imposante comme une forteresse contre la fureur de l'océan. Sous la surface, les tortues vertes nagent vers la vaste mer, plongeant dans une odyssée sans fin. Mais toutes n'ont pas l'instinct de trouver le chemin. Toutes les créatures n'ont pas la chance d'échapper à l'obscurité. Les humains non plus. Une grande vague s'écrase contre les rochers. L'île de Santa Barbara reste imposante comme une forteresse contre la fureur de l'océan. Sous la surface, les tortues vertes nagent vers la vaste mer, plongeant dans une odyssée sans fin. Mais toutes n'ont pas l'instinct de trouver le chemin. Toutes les créatures n'ont pas la chance d'échapper à l'obscurité. Les humains non plus. Fabriqué en France, le phare, avec ses imposants 197 pieds de hauteur, se dresse sur les roches sombres de l'île, défiant les tempêtes et le passage du temps. Pendant plus d'un siècle, sa lumière a brillé sur plus de 20 000 nautiques, brisant l'obscurité de la nuit et alertant les navires qui s'approchaient de ces eaux traîtresses. Mais le phare ne peut pas sauver tout le monde. La mer a continué de réclamer ceux qui n'ont pas vu son signal à temps. Les épaves de navires s'accumulent encore au fond de l'océan d'Abrolhos. Le monde a changé. La technologie navale a évolué. Les cartes anciennes ont fait place au système de navigation par satellite moderne. Mais même avec tous les progrès humains, le phare d'Abrolhos poursuit sa mission. Surveiller la côte, illuminer l'obscurité, protéger ceux qui savent entendre son appel. Aujourd'hui, son système d'éclairage a été modernisé, fonctionnant à l'électricité et atteignant jusqu'à 32 000 nautiques. Mais aussi forte que soit sa lumière, elle ne fait que guider, elle ne peut pas décider. Tout comme la lumière de la conscience qui éclaire toujours le chemin de l'humanité, mais le choix d'avancer ou non appartient toujours à chacun. Si vous souhaitez explorer l'archipel des Abrolhos, ne vous inquiétez pas. Au centre des visiteurs et au siège administratif du parc à la plage de Quito, à Caravelas, les visiteurs peuvent trouver toutes les informations nécessaires. Dans cette zone, il y a une réplique grandeur nature d'une baleine à bosse adulte et le sentier Maroba, où les touristes peuvent
découvrir de près l'écosystème côtier des restingas et des mangroves. Le parc national marin d'Abrolhos est un avant-poste de la réserve de biosphère de la Mata Atlântica. De plus, c'est un site Ramsar, un titre qui reconnaît l'importance et les bons résultats des actions de conservation développées dans la région. Et comme toutes les créations de la nature, cette mer n'est pas immuable. Les vagues continuent de frapper les rochers, les érodant. Ce royaume pourrait aussi se défaire. Selon un rapport de l'Administration nationale océanique et atmosphérique de 2023, la température moyenne des océans a augmenté de 1,5 degré Fahrenheit depuis le début du XXe siècle. Mais le plus alarmant est que cette augmentation ne ralentit pas. Lorsque la température de l'eau dépasse la limite de tolérance, les récifs coralliens commencent à mourir. Une augmentation prolongée de seulement 1,8 degré Fahrenheit suffit pour que le phénomène de blanchissement des coraux, coral bleaching, se produise. Les algues symbiotiques qui vivent à l'intérieur des coraux sont expulsées, les laissant sans leur coloration vibrante et, peu à peu, sans vie. Dans l'archipel d'Abrolhos, plus de 50% des récifs coralliens ont déjà été affectés par le blanchissement au cours des 2 dernières décennies seulement. Avant, c'était un royaume luxuriant sous les eaux. Maintenant, les récifs se transforment en un cimetière grisâtre, et un écosystème ne peut survivre sans ses coraux. Sans les coraux, les tortues vertes perdent leur source de nourriture dans les prairies marines. Les poissons-anges empereurs se retrouvent sans abri. Mais l'eau chaude ne tue pas seulement les coraux, elle altère tout le cycle de vie de la faune marine. Le niveau de la mer monte. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, en 2024, le niveau moyen des océans a déjà augmenté de 8 pouces depuis 1990 et pourrait augmenter de 3 pieds d'eau supplémentaires d'ici la fin de ce siècle, si l'humanité n'agit pas. À Abrolhos, les plages où les tortues de vertes pondent disparaissent. Les nids y sont envahis par l'eau salée. L'augmentation de la température du sable modifie également le sexe des petits. Si le sable est trop chaud, plus de 90% des œufs donneront naissance à des tortues femelles, provoquant un grave déséquilibre de la population à l'avenir. Le cycle de la vie est déstabilisé et l'existence est menacée. Dans l'océan, les requins ne sont pas les seuls prédateurs. Une baleine à bosse nage lentement dans les eaux près du récif de Timbébas, suivant le même chemin qu'elle emprunte chaque année pour se reproduire. Elle ne sait pas que quelque chose d'invisible l'attend, les pièges humains. Sans s'en rendre compte, la baleine nage droit dans l'un d'eux. Et comme tout piège, plus elle lutte pour s'échapper, plus le nœud se resserre. Chaque année, plus de 3000 animaux marins sont piégés dans des filets de pêche abandonnés. Ils ne sont pas chassés, mais meurent à cause de ce que les humains laissent derrière eux. Aujourd'hui, une baleine de 12 mètres et plus de 30 tonnes est immobilisée, empêtrée dans un filet fantôme. Si elle n'est pas secourue à temps, elle mourra. Mais tous n'ont pas cette chance.
Chaque jour, les vagues ramènent quelque chose sur la côte. Ce ne sont pas des coquillages, ce ne sont pas des algues. C'est du plastique. Environ 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans chaque année. Avec le temps, ces déchets se fragmentent en microplastiques, des particules de moins de 5 mm. Dans la chaîne alimentaire, un fou brun plonge à la surface de la mer pour attraper un poisson. Mais au lieu d'un petit poisson, ce qu'il attrape est un morceau de plastique. Il l'avale croyant que c'est de la nourriture. Des jours plus tard, il meurt. Si rien ne change, d'ici 2050, 99% des oiseaux marins auront ingéré du plastique, selon une alerte de National Geographic en 2023. Et ce ne sont pas seulement les oiseaux. Les tortues vertes confondent les sacs en plastique avec les méduses, leur nourriture préférée. Lorsque le plastique reste coincé dans leur estomac, elles ne peuvent plus digérer la nourriture. La mort arrive lentement et douloureusement. Un silence de souffrance. Le phare d'Abrolhos continue d'illuminer l'obscurité. Les humains ont créé une partie de ce désastre, et seuls les humains peuvent sauver l'océan. Abrolhos est l'un des plus grands trésors écologiques du Brésil. La nature trouve toujours un moyen de s'adapter, et l'être humain, avec l'intelligence que la conscience lui a accordée, peut aussi protéger ce qui reste. Parce que ce n'est pas seulement une partie du Brésil, c'est une partie du monde, une partie de la planète qui nous a été confiée pour en prendre soin. Et si la nature peut lutter pour survivre, nous le pouvons aussi. Un pacte de responsabilité. Pour protéger le fragile écosystème du parc national marin d'Abrolhos, l'Institut Chico Mendes pour la conservation de la biodiversité, ICMBio, a établi des règles strictes pour minimiser l'impact humain. Ici, il est interdit de faire des feux, de produire des bruits excessifs ou d'introduire des espèces exotiques. Il est interdit de toucher les coraux, de perturber la vie sauvage ou d'utiliser des équipements de plongée qui pourraient nuire à l'écosystème. Violer ces règles n'affecte pas seulement la biodiversité, cela nous affecte aussi car si l'océan meurt, nous ne survivrons pas. Ces mesures ne sont pas vaines, elles font la différence. Il y a une décennie, le récif de Timbébas était dévasté. En 2010, 80% des coraux ont souffert du blanchissement. Mais les humains ne sont pas restés les bras croisés. En 2016, le Parc national et le WWF Brésil ont lancé le projet Coral Vivo, un programme de restauration des coraux à grande échelle. Et en 2023, les résultats ont commencé à apparaître. Le taux de récupération des coraux a atteint 45%, un record pour la conservation. Les coraux autrefois pâles retrouvent leur couleur. Les petits poissons sont revenus, les requins sont réapparus. L'écosystème est en cours de régénération. La nature a le pouvoir de se guérir, il suffit que l'être humain lui donne une chance, un écho d'espoir. Plus de 70% des espèces de poissons commerciaux au Brésil sont exploitées au-delà du seuil durable. Les océans qui débordaient autrefois de vie sont maintenant vides. Mais à Abrolhos, une décision audacieuse a tout changé. En 2018, le gouvernement brésilien a étendu les zones d'interdiction de pêche au sein du parc national marin d'Abrolhos. Et les résultats ont été surprenants. Selon une étude de 2024, la population de poissons dans les zones protégées a augmenté de 65% en seulement 5 ans. Cela prouve que lorsque l'être humain recule, la nature se refait, une danse de la Renaissance. Chaque minute, 1 million de bouteilles en plastique sont consommées dans le monde. Chaque année, plus de 100 000 animaux marins meurent en ingérant du plastique ou en s'empêtrant
dans des filets abandonnés. Mais heureusement, la lutte contre le plastique au Brésil est entrée dans une nouvelle phase. En 2023, le gouvernement brésilien a interdit l'utilisation des sacs en plastique jetables dans toutes les unités de conservation marine. Des programmes de collecte des déchets océaniques ont déjà retiré plus de 2 tonnes de déchets flottant de la région d'Abrolhos en seulement 1 an. Selon le rapport 2024 du projet Meros do Brasil, des règles ont été créées, des projets ont été lancés, mais le succès de la conservation ne dépend pas seulement des gouvernements ou des organisations environnementales. Il dépend de chacun de nous. Le tourisme écologique responsable est en croissance à Abrolhos. En 2023, plus de 10 000 visiteurs ont participé activement à des programmes de conservation dans le parc. Selon le rapport 2024 du projet Meros do Brasil, des règles ont été créées, des projets ont été lancés, mais le succès de la conservation ne dépend pas seulement des gouvernements ou des organisations environnementales. Il dépend de chacun de nous. Le tourisme écologique responsable est en croissance à Abrolhos. En 2023, plus de 10 000 visiteurs ont participé activement à des programmes de conservation dans le parc. Voudriez-vous fouler cette île de coraux vibrante et mystérieuse? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos idées et vos inspirations seront une grande motivation pour aider à diffuser le message de conservation de la nature, protégeant l'incroyable diversité de la vie et cette magnifique planète pour les générations futures. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour continuer à explorer le monde à nos côtés. Et si vous souhaitez encore découvrir davantage, ne manquez pas nos épisodes riches en émotions. Savane africaine, la bataille pour la survie en saison sèche et Amazonie, le mystère des chasseurs les plus féroces d'Afrique. Rendez-vous dans nos prochaines aventures extraordinaires.